RFM Midi. Il est 12 heures partout au Sénégal, même heure en temps universel. Bonjour et bienvenue dans le Grand Journal. Au sommaire, la grève à Sabodala Gold Operations, les travailleurs plus déterminés que jamais pour obtenir gain de cause malgré l'intervention de l'inspecteur du travail. Bras de fer entre la direction générale et 3 délégués du personnel de la CBAO. Les représentants du personnel se radicalisent et exigent la réintégration de leurs 3 camarades licenciés et empêcher une nouvelle fois ce matin d'accéder à leur bureau. Et puis en politique, l'éventualité d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais à quelle date? Explication et réponse tout à l'heure avec Mohamed Ali Mouba. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Suite et pas fin dans l'affaire dite des 3 délégués du personnel de la CBAO. Vous le savez, cela fait 15 jours que le ministre du Travail a cassé la décision de l'inspection du travail autorisant le licenciement de 3 délégués de la banque. Ce matin, les 3 employés se sont à nouveau rendus à leur bureau, mais l'accès leur a été refusé une nouvelle fois. Tous les délégués ont décidé donc de suivre le mouvement et de cesser tout service jusqu'à la réintégration de leurs 3 collègues. Raoul Kali parle en leur nom au micro de Famadion. Nous constatons encore une fois l'attitude de notre employeur qui persiste toujours à ne pas obtempérer par rapport aux décisions du ministre. Donc les constats d'huissier ont été faits à cet effet et les rapports seront déposés au niveau du ministère du Travail et aussi au niveau du juge des référés. Pendant reste à l'État du Sénégal à travers l'agent judiciaire de prendre toutes leurs responsabilités et d'appliquer et de faire appliquer toutes les décisions qui ont été prises par le ministre du Travail. Donc, il y aura une chose qui viendra s'ajouter. Le collège des délégués de CBAO, porteur du projet de revendication actuellement, a décidé d'un commun accord avec les conseillers de suivre le mouvement de licenciement des 3 délégués. C'est-à-dire, si CBAO aujourd'hui doit licencier les 3 délégués, ils devront y associer les 6 délégués porteurs de projets de revendication parce que nous ne pouvons pas vivre dans notre pays et continuer à vivre dans la mendicité et la précarité. Autre conflit social, la grève des travailleurs de Sabodala Gold Operations. Le mot d'ordre est toujours en cours. L'inspection du travail de Kédougou s'est saisie du dossier. Elle est le trait d'union entre l'entreprise et les grévistes. Ces derniers sont cependant formels. Le mot d'ordre de grève ne sera pas suspendu tant que les conditions fixées ne sont pas respectées par SGO. Écoutons à ce propos El Haj Malik Ning, le délégué du personnel avec Nafissa Toussila. Mais nous avions mis des conditions pour suspendre le mot d'ordre. On avait demandé que l'entreprise puisse arrêter ses forfaitures et menaces et intimidations envers les employés grévistes et l'utilisation illégale d'entreprises sous-traitants pour faire le travail des permanents des travailleurs grévistes. Parce qu'il n'est pas autorisé en temps de grève licite de recourir à des travailleurs ou à des contrats pour se substituer aux travailleurs grévistes. Donc nous avons demandé qu'il arrête cela et qu'il retire également de façon officielle les demandes d'explication et les réquisitions illégales sont en train de faire aux travailleurs grévistes et d'arrêter leur tentative de délogement qui est d'ailleurs illégale. Des travailleurs grévistes. Donc s'ils arrêtent toutes ces forfaitures-là, on est prêt à revenir à la table de négociation. Donc c'est actuellement la situation. Donc le mot d'ordre sera suspendu à condition qu'il signe ce PV de l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale de la région de Kédougou. Donc lui-même s'était déplacé, comme je l'ai dit tantôt, avec une délégation de Madame le gouverneur de la région de Kédougou. Actuellement, c'est l'inspecteur du travail qui est le trait d'union entre nous et la direction. De la même manière qu'il nous a envoyé le PV pour consigne, il en a fait de même avec la direction. Donc nous n'écoutons que l'inspecteur du travail. Depuis lors, on n'a pas parlé avec la direction, à part par des messages interposés. Donc il n'y a pas eu d'avancée.
Les représentants du personnel au sein des conseils d'administration des établissements publics de santé interpellent l'État sur l'application d'un décret datant de 2016 et sur le renforcement des EPS. C'était à l'occasion d'une session de renforcement des capacités sur la bonne gouvernance, la lecture des états financiers et les procédures de passation de marché à Kaolack. Voici le président de l'association des représentants du personnel au conseil d'administration des EPS, Simon Faye, au micro de Fatoumbaou. Prendre en compte les préoccupations de ce personnel au niveau des instances de décision est d'une importance capitale. D'un hôpital à un autre, la gestion par rapport à la représentativité du personnel au conseil d'administration, par rapport au thème d'aujourd'hui qui parle de la lecture des états financiers, aux procédures de passation des marches. On a remarqué que depuis la réforme hospitalière, des décisions sont prises et sont appliquées au niveau des établissements publics de santé, mais on y voit très rarement la prise en compte des préoccupations du personnel dans ces documents, parce que tout simplement au moment de l'élaboration, les seules entités qui pouvaient représenter le personnel, c'était les syndicats, mais alors qu'il y avait le représentant du personnel qui a une force plus large. Cette remarque nous a permis vraiment de vouloir qu'à l'avenir, quand des décisions doivent être prises par rapport au bon fonctionnement des établissements publics de santé du Sénégal, au moins que les représentants de personnel que nous sommes puissions être conviés aux tables de négociation ou bien de discussion pour pouvoir mieux porter les soucis des personnels au niveau des conseils d'administration et au niveau de tout document qui sera établi pour le bon fonctionnement de ces structures. RFM 94.0, la radio en puissance. Les habitants du quartier Mbour, zone Sonatel, exigent la suppression du nom d'El Hadj Ndiouga Dieng des papiers du foncier de leur mosquée. Selon eux, ces derniers étant en désaccord avec les musulmans du quartier, les menacent de leur imposer ses propres lois, comme celle de leur trouver un imam. Ils avertissent les autorités à qui ils demandent d'intervenir avant que l'irréparable ne se produise. El Hadj Omar Sarr, délégué du quartier de la zone Sonatel, au micro de Ndeye Matidian. Dans un premier temps, nous, habitants du quartier, nous, communauté musulmane, on avait mis une petite mosquée ici en Banco. Bon, par la suite, il y a eu El Hadj Ndiouga Dieng qui est venu demander aux populations de faire un geste pour les populations, c'est-à-dire construire une grande mosquée pour la communauté musulmane. En 2019, la veille du mois de Ramadan, il revient pour dire qu'il veut nous proposer un imam qui va diriger les prières, les nafils. Bon, les populations les faisons. Nous, on n'est pas preneurs. Dès que le problème a surgi, on est parti voir les autorités municipales. En son temps, c'était fallu cela. Avec M. Silla, nous avons un problème parce que notre grande mosquée appartient à la communauté. Mais il se trouve que le promoteur est venu pour nous dire que c'est sa propriété, qu'il peut en faire ce qu'il veut. Chez le maire, nous a répondu que l'espace appartient à la communauté. C'est-à-dire au moment de construire, ses partenaires arabes avaient exigé à ce qu'on y mette un nom, une personne morale. C'est la raison pour laquelle son nom y figure. Maintenant, depuis des années, à chaque fois qu'il vient, n'est-ce pas, pour vouloir créer des problèmes, les populations m'informent. Automatiquement, je saisis le préfet et on saisit le commissaire. On envoie des éléments pour venir le cueillir lui et sa famille. Depuis 2019, c'est comme ça que l'on procède. On ne compte pas également déroger à la règle. Donc nous, en tout cas, de notre côté, en tant qu'habitants du quartier, en tant que communauté musulmane, et moi, en tant que délégué de quartier, à chaque fois, je prends mon bâton de pèlerin pour qu'il n'y ait vraiment pas de confrontation. On a écrit des correspondances pour qu'on change son nom et qu'on mette la communauté musulmane, mais jusqu'à présent, on arrive à trouver une solution. Tout autre chose maintenant, les accidents sont à 80% causés par le comportement humain et le gouvernement prendra toutes les dispositions pour y mettre un terme des propos du ministre El Hadj Malick Ndiaye. Selon lui, la seule alternative est l'instauration du permis à points malgré l'opposition de certains. Le ministre en charge des infrastructures, des transports terrestres et aériens a par ailleurs répondu au député Abdou Mbow qui réclame sa démission. Il était en visite à Linguère. Au micro de Bayassane Diao. Face à la recrudescence des accidents, il y a lieu de noter que le comportement humain en est pour beaucoup. Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. 80%. Les accidents relèvent à 80% du comportement humain, mais je puis vous assurer que ça va cesser. Ils ont beau chercher à nous intimider, mais c'est peine perdue. Que les transporteurs sachent que les choses ont changé. Dans les voitures de transport en commun, les sièges appelés Versailles qu'on avait supprimés sont aujourd'hui remplacés par des chaises en plastique. Vous imaginez, moi ce que je préconise est qu'on stabilise ces véhicules. Les permis à points
point reste la seule alternative pour venir à bout de ces accidents. Les permis à points sont irréversibles. Je pense que quelqu'un qui n'a rien à se reprocher ne doit pas s'y opposer. On a le dispositif adéquat pour établir ces permis à points et on va s'y mettre. Tout ce qui pourra contribuer à réduire les accidents, on sera preneur car il y a trop de morts sur nos routes. Même dans les centres hospitaliers régionaux, certaines salles de soins sont appelées salles Jakarta. Malik Ndiaye d'apporter la réplique face à l'interpellation du député Abdoumbo dans l'émission Grand Jury sur la RFM, lui demandant de rendre le tablier. Je vois que c'est lui le nouveau chef de l'opposition. Je le félicite et je l'encourage. Mais très franchement, je n'ai pas son temps actuellement. Je suis dans le travail. Ils peuvent continuer à jouer leur rôle, c'est-à-dire s'opposer. Le ministre Malik Ndiaye, de passage dans le département de Linguère, a eu à dérouler un ensemble d'activités, parmi lesquelles la visite d'une ferme agricole dans le cadre des vacances agricoles patriotiques. Baye Hassan Diaw, Linguère, Radio Futur Média. 12h11 à Touba, les populations de Touba Fall, Samfal, des villages situés à la périphérie de Touba, tirent la sonnette d'alarme. Elles souffrent d'un manque d'eau dans leur localité, en plus de l'enclavement qui empêche le développement économique de ces localités. Pape Balagueye. Prenant partie à la journée de reboisement sous le ndigal du Khalif général des Mourides, les populations de Touba Fall, Kausara Fall et Sam Fall ont profité de l'occasion pour égrener un chapelet de doléances. Alioune Diop, président de la société coopérative patriote de Diourbel pour le développement agricole basé à Touba Fall, plaide pour le désenclavement de Touba Fall à 4 km de la ville-centre de Touba et un renforcement du seul forage qui date de plus de 50 ans. Nous vivons un désenclavement inacceptable. Nous souhaitons que le président de la République fasse tout pour effectivement permettre à Touba Fall de bénéficier d'une route de 4 km reliant Touba et Touba Fall. Aussi, les élèves de Touba Fall, après l'entrée en 6e, ils ont d'énormes problèmes, des difficultés parce que tout simplement nous n'avons pas de CM à Touba Fall. Du côté de Sam Fall, le problème persiste, malgré les nombreuses revendications. Serigne Saliou Fall, Ibn Serigne Cheikh Ndigal Fall. Le premier point, c'est la question de l'eau et ça date de 1959, avant l'indépendance. À Sam Fall, nous cultivons et élevons, mais sans eau, alors que nous savons que l'eau est source de vie. Nous avons tout tenté en vain pour soulager les populations. Nous voulons la construction de la route Taïf-Sam, une piste de 15 km. Nous rappelons au président de la République ses doléances et surtout la création d'un CM à Samfal pour permettre aux jeunes de poursuivre leurs études. Un chapelet de doléances égrené pour de meilleures conditions de vie des populations. Les autorités religieuses sollicitent une prise en charge des questions dans les meilleurs délais pour un développement économique de leur localité. Papa Balagui, Touba, Radio Futur Média. À Ndiédiène, le maire a appelé les populations à protéger les arbres pour relever le défi du développement de cette commune. Plus de 2000 manguiers ont été plantés hier. Le docteur Abdoulaziz Mbodje plaide pour des infrastructures routières, le maire de Ndiédiène, au micro de Fatumbaou. L'essentiel a donc des arbres, parce que aussi les estimations, les ambitions, c'était de reboiser 2000 arbres donc, à Ndiédiène. L'essentiel a été donc réalisé même donc, la veille. Et aujourd'hui, donc, la cérémonie officielle, donc sous la présence du ministre, on est passé aux opérations de plantation d'usage donc, que le ministre a fait, donc, le gouverneur et les autres autorités. L'arbre parrain, c'est l'arbre manguier, donc c'est un arbre fruitier extrêmement donc, extrêmement rentable qui peut entrer dans ce que l'on appelle donc, le développement économique et le développement donc, social. Le reboisement peut aider à trouver des activités donc, génératrices de revenus. On s'engage avec nos populations à protéger ces arbres-là. Ce que nous voulons, c'est que ces actions que nous avons posées impactent durablement donc, sur notre environnement. Et maintenant encore, d'insuffler dans le comportement de nos populations donc, le réflexe de reboiser et de protéger les arbres. Oui, on en a parlé parce que l'occasion aussi fait le larron. On a reçu le ministre, on a reçu le gouverneur. Heureusement, ils ont emprunté donc, le tronçon Lamaram Ndiédiène, une bien doléance depuis l'indépendance, Ndiédiène chef-lieu d'arrondissement. Nous n'avons pas de route. Et encore, il y a beaucoup d'activités économiques
Donc c'est une doléance qu'on a posée. Et puis là, depuis tous les ans, on nous dit demain, l'année prochaine, on va faire la route. Mais encore, on continue de poser ces revendications. On a entendu le message, mais nos jeunes sont déjà dans l'agriculture. Mais ils n'ont pas des moyens de production. Et davantage, ils vont rester donc dans les terroirs. Restons avec nos terroirs, justement, à Ndiagne, dans l'arrondissement de Koki, département de Louga. La commune est confrontée à plusieurs difficultés. Pas de route secondaire, pas d'eau. Le poste de santé qui date de 1954 n'est pas mieux loti. Promiscuité, absence de médecins professionnels, c'est le décor qui s'offre aux yeux. Les doléances soulignées par le maire de la localité en présence des ministres de la Famille, des Transports, à l'occasion de la journée de l'arbre célébrée hier. Nafissatou Ndiaye. Aucune portion de route bitumée, c'est le constat fait à Ndiagne. Et cela rend difficile l'accès à la localité à cause du sable. Mansour Sour, maire de Ndiagne. Ndiagne compte une population de plus de 10 000 habitants et ne dispose que d'un seul forage. Selon l'édile de la commune. 1954, avant les indépendances, nous foncé dans le forage. Des fois, ce n'est pas d'ici 2026, nous devons faire la population de New York accepte de New York, forage de Quand d'abord, le niveau de forage. Et c'est la même année que le poste de santé d'Ndiagne a été construit. Aujourd'hui, la commune voit sa démographie se fortifier de plus en plus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le maire demande à ce que le poste soit érigé en centre de santé, avec toutes les commodités. Nous avons une association de développement qui initié un projet poste de santé. Nous en construction, nous avancé pour comme il y a un deuxième poste de santé. Nous ériger un poste de santé, un centre de santé, un médecin. Ndiagne, beaucoup de femmes sont oisives. Et pour régler ce problème, le ministre de la Famille, le secrétaire général du gouvernement et le ministre des Transports comptent apporter leur pierre à l'édifice. El Malik Ndiaye. Nous avons trouvé de braves femmes ici qui sont en train de faire un travail remarquable, que ce soit dans le domaine artisanal, mais aussi de la transformation des produits céréaliers. Ce qui fait que Madame le ministre et moi-même, nous nous sommes engagés à mettre la main dans la poche et vous assister en termes de machines ou d'outils de travail afin que vous puissiez accomplir beaucoup de satisfaction. Nafissatou Ndiaye, Ndiagne, Radio Futur Média. RFM. L'actualité politique. Et nous reparlons de la 14e législature et de l'éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale qui se profile à l'horizon. La Constitution souligne que la dissolution ne peut pas intervenir durant les 2 premières années. Mais le problème se situe au niveau du point de départ de cette législature elle-même. Mohamed Ali Mouba. Le président Diomaye à la recherche de la meilleure formule pour en finir avec l'actuelle législature. L'Assemblée nationale en ligne de mire, ici donc la dissolution de l'Assemblée. À cette période, quelle devrait être la période la plus opportune, mais surtout quelle est la voie légale? 2 thèses s'affrontent. Celle qui veut que la dissolution intervienne avant le 14 septembre prochain. Les tenants de cette thèse arguent que la présente législature a débuté. Elle commence à courir à partir du jour où le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs des législatives. Et là, les 2 ans devraient être bouclés à partir de ce mois-ci. La preuve, soutient-il, c'est à partir de ce moment que le député commence à jouir de son immunité parlementaire. La seconde thèse, c'est celle qui consacre le député à partir de l'installation de l'Assemblée nationale. Si c'est cette date qui est retenue, eh bien, les 2 ans sont bouclés à partir du 14 septembre prochain. En tous les cas, le président, pour s'entourer de toutes les garanties, devait saisir le Conseil constitutionnel d'une demande d'avis pour savoir quelle est la date qui fait foi. En attendant, dans l'état-major des PASTEF, il se dit que le focus est mis sur les législatives. Quid de la DPG, la déclaration de politique générale? Selon des sources, elle semble être reléguée au calendrier grec. Et un mot d'éducation avec l'UFR CEFS de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui est pour la réforme du système éducatif. Des recherches sont d'ailleurs en cours pour cette réforme. Le chef de l'État, dans son discours lors de la cérémonie du concours général, l'avait déjà évoqué.
Richard Toll, Mamadou Diagne. Lors de son discours au Congrès général, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a insisté sur l'importance de réformer le système éducatif et de tirer un meilleur profit de la FASTEF et de l'IFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les acteurs s'y attellent déjà et selon le directeur de l'IFRSF, Hassan Diaraté, des recherches ont été faites pour réformer ce système en place. Beaucoup de rapports ont été faits et ces rapports soulignent la faible pertinence culturelle de certains contenus comme facteur critique pour expliquer les faibles performances du système éducatif. Donc l'IFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport, que j'ai moi l'honneur de diriger, réfléchit au quotidien sur ces problématiques et à plusieurs fois a montré sa disponibilité à porter cette réflexion et à impacter de façon positive sur le système éducatif sénégalais. Une réforme du système éducatif qui selon lui passera forcément par l'intégration des valeurs familiales et sociales de notre pays, en plus du développement des ressources humaines. L'élève sénégalais du préscolaire jusqu'au lycée fait 16 ans. Nous disons ça peut être réduit drastiquement. Mais l'éducation est fondamentale dans les 1000 premiers jours. Et nous avons des pratiques anciennes. Nous avons des valeurs qui prennent en compte ces aspects-là. Et nous, la solution innovante, c'est la capacitation des parents pour prendre en charge une bonne partie de ces 1000 premiers jours. En outre, le directeur de l'IFRSF, Hassan Diaraté, propose la réduction du temps de scolarisation dans le cycle fondamental de 4 ans en lieu et place des 6 ans et de 2 ans au moins au lieu de 4 ans. Cela pour reconstruire le système éducatif et permettre ainsi aux élèves d'être plus performants. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié-Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Au Mali, le village de Tagalout, dans la région de Kidal, attaqué par des hommes armés. Attaqués et pillés, les assaillants étaient à bord d'une douzaine de motos et 3 véhicules. Dans un communiqué, l'état-major général des armées indique que l'attaque a fait 1 mort et d'importants dégâts matériels. Après le racket, les assaillants se sont dirigés vers In-Tebezas, situé à 81 km au sud-ouest de Kidal. Le Mali, qui a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, décision prise après qu'un haut responsable ukrainien a, selon Bamako, avoué l'implication de Kiev dans l'attaque de la semaine dernière et qui a causé de lourdes pertes du côté de l'armée malienne et de ses alliés russes. En République démocratique du Congo, plus de 500 civils ont été tués en l'espace de 2 mois dans différentes attaques des groupes armés locaux et des miliciens des forces démocratiques ADS, bilan fourni hier par des chefs coutumiers, des acteurs de la société civile et des notables du territoire de Lubero et la ville de Butembo. Lors d'un point de presse, ils ont appelé à un déploiement de l'armée congolaise dans la zone et au départ des groupes armés. Au Nigeria, l'appel au dialogue du président Tinubu ne passe pas. C'est hier que Tinubu est sorti de son silence. Il a appelé à la fin des manifestations qu'il qualifie de politiques. Nafissa Toussila. Le président de la République doit assurer l'ordre public conformément au serment constitutionnel de protéger la vie et les biens de chaque citoyen, a déclaré Bola Ahmed Tinubu. Selon lui, son gouvernement ne restera pas les bras croisés et ne permettra pas à quelques personnes ayant un agenda politique clair de déchirer cette nation. Ainsi, il enjoint par ce communiqué les manifestants et les organisateurs à suspendre toute nouvelle manifestation et à créer un espace de dialogue. Un appel au dialogue aussitôt rejeté par les manifestants. Ils reprochent à leur président l'absence de solution à leurs revendications. Les Nigérians protestent contre la mauvaise gouvernance et la cherté de la vie et ont annoncé de nouvelles manifestations ce lundi, mais la police a promis de sévir sans faire dans la dentelle. Selon le commissaire de police de Lagos, Adegoke Fayoade, il ne doit pas y avoir de rassemblement. Tout rassemblement de ce type est illégal et illicite. Et si un tel rassemblement existe, la police devra appliquer toute la rigueur de la loi. Selon Amnesty International, depuis le début de la grogne, 9 manifestants ont été tués lors d'affrontements avec la police, tandis que 4 autres ont été tués par une bombe, ce que conteste la police nigériane.
Afrique du Sud, près de 100 migrants éthiopiens secourus par la police. 90 précisément, ils ont été retenus contre leur gré dans une propriété à Johannesburg. Les migrants auraient fait l'objet d'un trafic illégal. Ils ont été entassés dans de petites pièces et enfermés selon la police qui indique que 2 personnes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d'enlèvement et de traite d'êtres humains. Au Rwanda, plus de 4000 lieux de culte fermés en quelques semaines dans une large opération des églises et des mosquées selon l'organe du gouvernement chargé du dossier. Elles étaient en violation des normes de sécurité et des nouvelles règles administratives. Le Bangladesh, pour terminer, le bilan des manifestations a atteint au moins 300 morts ce lundi. Hier dimanche, l'on faisait état de 94 personnes tuées lors d'affrontements entre des manifestants et des partisans du pouvoir. Selon l'agence France Presse, le bilan est réalisé à partir de données de la police, de responsables et de médecins dans les hôpitaux. Merci Georges Détier Diop. RFM Sport. À présent, le journal des sports. Avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Navetan Ousmane Iyane Thiam annonce son départ du poste de président de l'ONCAM. Oui, il a annoncé hier, il ne sera pas candidat pour sa réélection à la tête du bureau de l'ONCAM. Une assemblée générale va être organisée très prochainement à Dakar. Il a fait la déclaration hier au micro d'Abdoulaye Diagne, correspondant du journal Record à Kaolack. Nous avons réuni le comité exécutif de l'ONGAM pour 2 raisons. La première, c'est le lancement des activités de vacances par l'ONGAM que nous devons préparer. Et la deuxième aussi, c'est l'assemblée générale de l'ONGAM que nous devons préparer. Et suite à notre réunion, nous avons installé un comité préparatoire de l'AG, n'est-ce pas, dirigé par le président Aliou Dabo. Et nous avons aussi fixé la date de notre assemblée générale pour le 7 septembre à Dakar. Sur ce, j'ai décidé de ne pas me représenter au poste de président de l'ONGAM. Tout simplement, j'ai toujours le droit de me présenter parce que c'est mon premier mandat et qu'à l'ONGAM, notre règlement prévoit 2 mandats. Mais j'ai décidé, vu que je suis à la tête de la structure depuis la naissance, j'ai décidé de faire place quand même à la jeunesse et à un nouveau président pour montrer que nous, à l'ONGAM, nous les dirigeants du Navetan de l'ONGAM, nous sommes aussi pour non seulement la démocratie, mais aussi pour la promotion des jeunes dans le mouvement Navetan. Parce que nous sommes convaincus que le Navetan est une histoire de jeunes et qu'il faudrait que le dirigeant du mouvement Navetan évite de s'éternaliser aux différents postes. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai reçu les félicitations du comité exécutif pour cette décision et ils ont accepté ma décision de ne pas me représenter. Équipe nationale de basket, la liste des Lions passe de 26 à 19. 19 depuis hier, donc, pour poursuivre la préparation en interne sous la houlette des membres du staff technique de l'équipe nationale, puisque le coach est toujours aux États-Unis pour affaires personnelles. La séance d'entraînement de ce matin a été dirigée par Sidi Sall, coach à la NBA Academy, par Madjen Fall, mais également par Khadi Diop. Donc la séance sera dirigée par ces 3-là à 18h au stadium Marius Ndiaye. Ce matin, ce sont les Lions qui se sont entraînés. Eux, ils préparent les 2 rencontres amicales devant les opposés à l'équipe de la Tunisie les 12 et 14 août prochains. Pour cette équipe nationale du Sénégal féminine, seul manque à l'appel Ciara Dilar et Aramnian. Les 17 joueuses donc retenues sont analysées et décortiquées par leur poste, leur performance, mais également par ce qu'elles vont apporter à l'équipe nationale du Sénégal par Abou Sey, administrateur du site de basket, basketsénégal.com. Elles ne sont plus que 19 à continuer le stage de préparation pour le tournoi de Kigali, comptant pour les préqualifications au Mondial 2026. Sur les 7 noms qui ont été réduits, il y en a 2 qui n'ont pas pu honorer leur présence ici. Il s'agit de Khadija Faye et Sabou Gueye, 2 joueuses qui évoluent aux États-Unis et qui ne se sont pas présentées. En plus de cela aussi, il y a 5 joueuses locales qui ont été recalées. Il s'agit de Ndaï Siri Diagne de la Jeanne d'Arc, Aïssata Dia du Dakar University Club, Mam Koumba Fall du Dakar University Club,
il y a aussi Kounandaou de l'ASC Ville de Dakar et il y a Kodou Diop de Guédiawaye Basket Academy. Donc il ne reste plus que 2 joueuses locales, en l'occurrence Madjigen Sen de l'ASC Ville de Dakar et Aminata Ndong de Guédiawaye Basket Academy. Donc le groupe des 19 devra continuer le stage de préparation. Pour l'instant, elles ne sont que 17 en attendant les arrivées de Sierra Djilad et de l'intérieur Aramnia qui sont attendus dans les prochaines heures peut-être ou bien dans les prochains jours. Maintenant, le vrai travail va commencer puisqu'avec ce groupe de 19 maintenant, les choses sérieuses vont démarrer. Il ne reste plus qu'une douzaine de jours pour que le tournoi de Kigali démarre. Maintenant, le coach qui doit revenir de voyage et son staff vont s'atteler à ce que le travail puisse continuer normalement et qu'un groupe de 12 soit dégagé pour aller représenter les couleurs du Sénégal. Voilà Souleymane, donc ce groupe de 12 devra jouer ce tournoi de préqualification du 19 au 26 août prochain. Les adversaires du Sénégal dans la poule C, ce sera donc le Brésil, la Hongrie et l'équipe des Philippines. Merci Malal Junior Diagne. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, la controverse autour du voile. Controverse qui continue d'enfler. Danger sous le voile, titre du coup l'Observateur. Politique et religieux, tout voile dehors, bûcheron, le journal Réumi quotidien. Polémique en série, signale le quotidien. Ousmane Sonko ressuscite la polémique, relève enquête. Mon confrère qui constate la controverse pour la déplorer note que la polémique sur le voile à l'école fragilise le tissu social sénégalais soumis déjà à rude épreuve depuis des mois. C'est que pour Walfadri, le clergé a exprimé son étonnement. Pourquoi tout d'un coup Ousmane Sonko a ramené sur l'espace public un débat qui semblait dépassé et l'Église catholique qui s'est sentie apparemment visée a fait le branle-bas de combat, souligne Vox Populi. Abbé André Latyr, par une lettre pamphlétaire, a renvoyé le tonitruant Premier ministre dans les cordes et de l'interroger en ces termes. Ces propos que vous avez eus à l'encontre de notre institution sont-ils des menaces ou une déclaration de guerre? Et de répondre, pas besoin d'être un saltigué pour savoir décoder qu'un orage se prépare dans le ciel de la rentrée scolaire prochaine. Tribune qui va plus loin relève ces autres propos de l'abbé qui disqualifie moralement Ousmane Sonko dans le débat. Certaines langues, dit-il, certaines mains et certains pantalons sont disqualifiés pour mener les combats de Dieu et de lui prodiguer des conseils. Les conseils qui suivent. Mon jeune politicien nouvellement promis, soyez poli, écrivez diplomatiquement, parlez poliment, sortez du gatsa, sortez de votre bulle d'opposants. Détendez-vous, éclatez-vous, riez. Fin de citation. Après cette lettre de l'abbé, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, est monté au créneau pour sa part pour porter la réplique. Il qualifie la réponse du religieux de sensationnelle, dénuée de spiritualité. Cheikh Oumar Diagne met lui aussi les pieds dans le plat, relève le journal Les Échos. Du côté du laïcat, l'évêque de Thiès, le docteur Pierre Niang, tout le monde s'y met et le débat mousse. L'Obs avertit, attention donc à trop jouer avec les allumettes. Le plus grand conflit du monde repose sur une étincelle religieuse. N'essayons pas de l'allumer. C'est que pour enquête, le débat relancé par Ousmane Sonko met en lumière les tensions latentes entre laïcité et religion dans un pays où les symboles religieux occupent une place importante dans la vie publique. La question du port du voile n'est pas seulement un enjeu religieux, mais aussi un symbole de l'identité et de la résistance culturelle face à des normes perçues comme étrangères. Ce débat récurrent pose également la question de la capacité du Sénégal à maintenir son modèle de coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses. Le pays a jusqu'à présent réussi à éviter les conflits majeurs liés à la religion, mais des débats comme celui-ci montrent que le tissu social reste fragile. Alors que les partisans et les opposants d'Ousmane Sonko continuent de s'affronter sur ce sujet, une chose est certaine, le débat sur l'interdiction du voile au Sénégal est loin d'être clos. Les enjeux sont multiples, touchant à la fois au principe de laïcité, aux droits des femmes et à la cohabitation entre les différentes religions dans un pays en pleine mutation politique et sociale. Les prochains développements de cette affaire seront scrutés de près car ils pourraient bien redéfinir les contours de la laïcité et de la liberté religieuse au Sénégal, énonce textuellement la publication. Le journal Vox Populi relève que Idrissa Seck a pris la parole. Il en a profité pour rappeler tout le monde à la raison. Le peuple sénégalais, dit-il, est un peuple
plurielle, mais le premier devoir de l'État est surtout d'organiser l'unité de la nation et le rassemblement autour d'une seule préoccupation. Pendant ce temps, Diomaye Faye manœuvre en politique pour dissoudre au plus vite l'Assemblée. C'est le compte à rebours. Le journal L'Obs pointe la saisine du Conseil constitutionnel par le chef de l'État et l'avis des 7 sages à lire dans l'Observateur. Sonko, lui, est encore sur Macky Sall. Il affirme avoir hérité d'un pays en ruine. Les Sénégalais en sauront quelque chose dans les prochains jours, a-t-il soutenu, propos mis en exergue dans le journal Les Échos. Cette mauvaise nouvelle dans la presse sénégalaise, Mamadou Ibra Kane met fin à l'aventure de Stade et de Sunu Lamb. Ces 2 quotidiens ne vont plus paraître dans les kiosques. Il a fermé boutique. Mamadou Ibra Kane explique dans l'Observateur la douloureuse suspension du Stade et de Sunu Lamb. Il dit: j'ai le cœur lourd de m'être séparé de mes employeurs, 20 en tout pour le moment. Il dit: je limite la casse avant qu'il ne soit trop tard. Dans le journal Observateur toujours, cette colère du mouvement Dolel Transport. En conférence de presse, les membres du mouvement Dolel Transport ont déversé leur colère samedi dernier sur El Malick Ndiaye, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, qu'ils accusent d'avoir discrédité les chauffeurs de taxi. Dans une émission télévisée, soutient-il, le ministre des Transports, El Malick Ndiaye, a raconté une anecdote pour jeter le discrédit sur les chauffeurs de taxi. Il a tenu des propos blessants à notre endroit quand il dit que nous ne respectons pas nos clients. Nos clients, nous ne pouvons accepter ce jugement. Et pourtant, lorsqu'il nous avait reçu en audience, il s'était engagé à inscrire notre revendication relative au transport irrégulier sur les points à débattre lors des états généraux du transport. Bonne nuit à tous. C'est la fin de cette édition à 12h35. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Chef d'édition Fama Dione, à la mise en onde Abdoulaye Diop, Maïssa Mbaye au digital, à la production Alioune Ba. Retrouvez Fama Dione à 13h pour le grand journal en Wolof. Bonjour Boubacar Dieng. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Dans un instant, le journal des Jeux Olympiques. Excellente suite des programmes avec la RFM et excellent après-midi. Merci et bienvenue dans ce 10e numéro du journal des Jeux Olympiques Paris 2024. Un journal que nous démarrons d'abord avec le programme du jour. En football, on joue les demi-finales Maroc-Espagne, c'est à 16h. L'Égypte joue contre la France à 19h. Et retenez concernant la journée du dimanche pour les Sénégalais, c'était une belle journée. En athlétisme, Cheikh Tidiane Diouf termine deuxième de sa série au repêchage avec un temps de 45 secondes 3 centièmes et se qualifie pour les demi-finales du 400 mètres. Ces demi-finales sont prévues demain 6 août. Un autre Sénégalais s'est qualifié en demi-finale. Il s'agit de Louis-François Mendy qui a décroché son ticket en 110 mètres et sa demi-finale à lui est prévue pour ce mercredi 7 août. Nous écoutons à présent la réaction d'Idriss Sané du quotidien L'Observateur, envoyé spécial du groupe Futur Média. Alors pour la journée du dimanche, il faut noter que le champion d'Afrique du 110 mètres est Louis-François Mendy, donc a honoré son statut. Donc il a remporté, en tout cas il a été tête de série hier dimanche. Il a fait un chrono de 13 secondes 31 pour être premier de sa série et s'est qualifié pour les demi-finales. Alors avec cette qualification, on espère qu'il sera dans un bon couloir pour faire sa demi-finale et essayer une qualification en finale. En tout cas, pour le moment, c'est son objectif, se qualifier en finale et après essayer de voir s'il y a possibilité d'aller chercher cette médaille-là que le Sénégal attend depuis celle de Amadou Diaba qui date de 1900.
1988. Alors, toujours pour la journée du dimanche, Cheikh Tidiane Diouf également était en compétition aux 400 mètres hommes lors des séries. Cheikh Tidiane donc, a été classé 5e donc, de sa série. Il n'était pas qualifié. Il lui fallait donc passer par le tour repêchage pour espérer cette qualification. Cheikh Tidiane Diouf a bien saisi cette opportunité puisqu'il a décroché sa qualification pour ces demi-finales. Il a fait sa course ce lundi, donc il a été classé 2e de sa série, mais son temps 45-03 lui permet aujourd'hui d'accrocher cette qualification puisqu'au tour repêchage, c'est le premier de chaque série qui passe et ensuite les 2 meilleurs temps, et Cheikh Tidiane Diouf fait partie des 2 meilleurs temps donc de ces séries. Du coup, lui également décroche la qualification pour les demi-finales. Après, il y a eu également Yves Bourris qui était toujours en compétition en kayak cross contre la montre. C'est finalement arrêté en 8e de finale de cette épreuve, donc c'est toujours bien, mais il faut noter que c'est pas son épreuve de prédilection. Malgré tout, il est allé jusqu'en 8e de finale, mais on retiendra pour Yves Bourris sa belle performance qu'il nous a fait la semaine passée au cross, au canoë slalom où il est allé jusqu'en finale. Et pas de médaille d'or à la poutre pour Simone Biles en attendant la finale au sol. Pas de record donc pour de médailles pour l'américaine qui a fait une chute. Et au tableau des distinctions, retenez que la Chine est toujours devant avec 21 médailles en or. Les dernières actus, c'est avec Anna Rocha. C'était l'une des dernières danses de Simone Biles à l'Arena Bercy. Après son titre par équipe, au concours général individuel et au saut, l'américaine était en finale de la poutre. Mais grosse désillusion pour la superstar américaine qui ne sera pas championne olympique à la poutre. La gymnaste a chuté durant son épreuve et elle termine à la 5e place, même s'il lui reste encore une finale au sol à jouer dans 1 heure pour tenter de décrocher une 4e médaille d'or à Paris. Le concours a été remporté par l'Italienne Alice D'Amato. Chez les hommes en gymnastique, c'est la Chine qui décroche une 2e médaille d'or de la journée. C'est une folle journée qui s'annonce encore au Stade de France pour les épreuves d'athlétisme. 400 mètres et masculin, saut à la perche qui, pour détrôner Duplantis, le lancer de disque, les demi-finales 200 mètres femmes et les finales des 800 et 5000 mètres féminins. Hier, le sprinter américain Noah Lyles a remporté sur le fil la finale du 100 mètres. Le champion olympique vise 4 titres à Paris. En dominant Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a lui remporté dimanche aussi le seul grand titre qui lui manquait dans son palmarès. Au tableau des médailles de ces JO de Paris, la Chine est toujours en tête avec 50 médailles dont 22 en or, suivi des États-Unis, 72 médailles dont 19 en or, et la France, 3e, avec 44 médailles dont 12 en or, et dépasse son record de Pékin et fait même beaucoup mieux qu'à Tokyo. Anna Rocha, et parlons des faits marquants des JO. L'Américain Noah Lyles a remporté hier, dimanche 4 août, la médaille d'or lors de la finale des 100 mètres hommes des Jeux Olympiques Paris 2024 avec un chrono de 9 secondes 79 centièmes. Kishan Thompson et Fred Curley complètent ce podium. Retour sur cette finale avec Pape Malick Diaw. Et ainsi se referme ce 10e numéro du journal des Jeux Olympiques Paris 2024. Était devant ce micro Boubacar Dieng, partie technique Abdoulaye Diop, digital Maïsambaye. L'info revient dans quelques minutes, une quinzaine de minutes. Le journal en Wolof avec Fama Dione. Quant à moi, je vous donne rendez-vous juste après son journal vers 13h, passé d'une trentaine de minutes.